rentré cet après-midi d'Afrique du Sud où il a pris part à l'ouverture de la session du Parlement panafricain. À Madrid, le président du Faso et celui du Malawi ont donné leur vision sur le développement de l'Afrique. Des précisions dès le début de ce journal. Le gouvernement et les acteurs du secteur privé burkinabé s'engagent à travailler en synergie pour développer l'économie burkinabé. Cet engagement a été pris hier à Bobo-Dioulasso à la 15e rencontre entre les deux parties. Et demain à Ouagadougou, les acteurs du secteur privé sont également attendus à la 6e conférence de l'Alliance Borderless sur les échanges commerciaux. Nous en parlerons avec le secrétaire exécutif de cette structure, invité de ce 20h. Actualité également, depuis ce matin, des policiers et des gendarmes burkinabés bénéficient d'une formation sur la lutte contre le terrorisme. À la suite de cette formation, les bénéficiaires devront être plus opérationnels à sécuriser la ville de Ouagadougou et ses environs. Ils sont 132 agents de sécurité concernés par cette formation. Et puis, la tragédie continue en mer Méditerranée. Au moins 100 morts et près de 200 autres portés disparus après 2 naufrages au large de la Libye. Des milliers d'autres personnes ont également été secourues le week-end écoulé. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous suivre. Cela dit, en marge des travaux de la 4e session ordinaire du Parlement panafricain, le président du Faso et celui du Malawi ont animé une conférence à Madrid en Afrique du Sud. Roch-Marc Christian et Arthur Mutharika se sont exprimés sur les problèmes de l'Afrique avant de donner leur vision du développement de ce continent. On fait le point avec Souleymane Sanou et Nyarki Teda. À Midran, dans la nation arc-en-ciel, Roch-Marc Christian Kaboré, son homologue malawite, ont été interpellés sur les dossiers brûlants du moment. La question sécuritaire en Afrique était au bout de toutes les lèvres, notamment dans la bande sahélo-saharienne où est logé le Burkina. Des initiatives sont développées par une mutualisation des forces au niveau du G5 Sahel avec déjà des résultats encourageants, mais la lutte doit se poursuivre en intégrant d'autres composantes. Ce combat que nous menons pied à pied, ce n'est pas une victoire que nous gagnerons d'un jour à l'autre, mais en même temps, nous pensons qu'au-delà de la guerre que nous devons mener contre le terrorisme, il nous faut également engager des actions de développement dans les zones concernées. Cela est très important pour permettre aux populations également de vivre dans les bonnes conditions et de se sentir concernés par le développement dans les différents pays d'où nous relevons. Autre question abordée avec les 2 chefs d'État, l'intégration africaine et la levée des barrières économiques qui piétinent encore. Les désormais 2 ambassadeurs du Parlement panafricain se veulent rassurants, c'est une question d'étape pour qu'aucune nation, quelle que soit sa taille, ne sorte perdante. Et quand on a un marché commun, ça veut dire qu'il n'y aura plus de droits de douane et ce sera un revenu qui sera perdu. C'est l'une des questions qui sont discutées à l'Union africaine. Nous devons trouver un moyen pour que ces pays vulnérables, les pays les plus petits qui ne sont pas en mesure de concurrencer les plus grands, donc nous devons trouver des mesures pour prendre en charge cette transition pour que ces revenus soient protégés. Une fois l'intégration retrouvée, l'Afrique est unie et productive selon le président du Faso qui insiste sur la ratification de l'accord de Malabo pour donner toute la légitimité au Parlement africain. Mais déjà le président de la Voix de l'Afrique y croit. L'Afrique est dans une démarche dynamique. Il faut avancer. Reculer, c'est la mort de l'Afrique. Donc je crois que les efforts des uns et des autres vont nous amener à court terme à doter ce Parlement de plein pouvoir législatif. Donc je crois qu'on ne peut pas avoir de crainte à ce sujet. Pour ces 2 chefs d'État, la voie est toute tracée pour faire fonctionner toutes les institutions panafricaines pour faire du continent un continent qui compte dans le monde. À l'ouverture de cette session du Parlement panafricain, le chef de l'État s'est engagé à être le porte-voix des députés africains auprès de ses homologues pour la mise en œuvre de l'accord de Malabo. Roch-Marc Christian Kaboré a également échangé avec les députés burkinabés, membres du Parlement panafricain, de même qu'avec les burkinabés vivant en Afrique du Sud. Le président du Faso est rentré cet après-midi même de l'Afrique du Sud. Il dresse le bilan de son voyage au micro de Souleymane Sanou et Nyarki Teda. Ça a été l'occasion pour nous de réaffirmer notre attachement à ce que le Parlement puisse jouer pleinement son rôle. Parce que nous avons aujourd'hui un Parlement panafricain qui est entre ni vie ni mort, comme je pourrais dire, puisqu'il n'a pas tous les attributs pour exercer le contrôle démocratique sur la Commission de l'Union africaine. Donc le Burkina Faso a ratifié
le protocole que nous avons signé en Guinée équatoriale. Donc il était important que nous puissions dire que nous allons être également l'ambassadeur du Parlement panafricain auprès de nos autres collègues, de manière à ce que cette ratification puisse permettre la rentrée en vigueur du protocole. Il s'agit donc pour nous également de donner notre point de vue sur la question de comment tirer profit en investissant dans la jeunesse. Comme vous savez, c'est le thème de l'Union africaine en 2017. Donc c'est un terrain discuté au prochain sommet de l'Union africaine. Et le Parlement également s'est investi pour discuter de cette problématique de manière à contribuer efficacement à ce que nous puissions tirer solutions et perspectives. Nous y étions avec le président Malawi également qui a été invité à cette C'est l'occasion pour nous d'une fois de rencontrer nos députés qui font du Parlement panafricain, mais également de rencontrer nos compatriotes du Sud. Pour actualiser, le gouvernement burkinabé a obtenu le quitus de l'Assemblée nationale, l'implantation de la négociation au Burkina Faso. Les députés ont adopté aujourd'hui le projet de loi concernant cette. L'Assemblée nationale a par ailleurs voté la loi de finances rectificative exercice 2017. Le résumé de la plénière avec Daouda Ouattara et Tanga Kafando. À cette plénière, les députés ont examiné et adopté le projet de loi relative au crédit bail au Burkina Faso et la première loi de finances rectificative du budget exercice 2017. Les députés ont également adopté la loi régissant les dépôts et consignations au Burkina Faso et un autre portant sur la création de la caisse de dépôts et de consignations au Burkina Faso. Vraiment une préoccupation du gouvernement qui vient d'être levé et accompagné par notre auguste assemblée qui a bien voulu nous accompagner dans la mise en place donc, de cette caisse de dépôt et de consignation. Et vous savez que pour le moment au Burkina Faso, les institutions financières qui sont là ne financent pas le long terme. Ce n'est que auprès de nos bailleurs de fonds, les partenaires techniques et financiers que nous avons l'occasion d'avoir des fonds qui financent le long terme. Et donc c'est pour résoudre cette question. Pour les députés qui se sont abstenus, il s'agit d'une méfiance exprimée par rapport au devenir d'un outil dont la création elle-même constitue une bonne chose. On va permettre d'utiliser les ressources publiques pour faire des investissements publics, pour faire des financements privés, vont soutenir le développement. C'est l'objectif de la caisse et cela est naturellement parce que le secteur financier classique ne pourvoit pas ce genre de ressources qu'on qualifie dans le jargon de ressources longues. Donc la caisse peut permettre cela. Mais c'est comme on dit, les acteurs, les hommes et ce qu'ils feront de la caisse peuvent éventuellement lui faire courir le risque d'être dévoyé, d'être détourné de ses objectifs nobles. Et nous, on ne veut pas donner un blanc-seing au gouvernement dans ces conditions. La caisse de dépôt et de consignation de Burkina Faso sera placée sous la surveillance de l'Assemblée nationale et devrait permettre la mise en œuvre accélérée du PNDS, le Plan national de développement économique et social. Direction à présent Bobo Dioulasso où s'est tenue hier la 15e édition de la rencontre gouvernement-secteur privé. Au terme des échanges, les deux parties se sont engagées à mettre leurs actions en synergie en vue de développer l'économie burkinabé. La rencontre gouvernement-secteur privé, c'était aussi des stands d'exposition que le Premier ministre a visité à la fin de la cérémonie de clôture. Le reportage de Hassan Gourabou et Ali Traouri. Cette 15e rencontre gouvernement-secteur privé qui a réuni des milliers d'opérateurs économiques ici à SIA se referme sur des notes de satisfaction. Durant 24 heures, les deux parties ont pu échanger sur les voies et moyens adoptés afin d'asseoir une bonne économie au Burkina Faso. Je reste convaincu que c'est dans cette voie et dans une parfaite synergie d'action et dans le dialogue permanent que nous parviendrons tous ensemble à mettre en œuvre les conclusions auxquelles nous sommes convenus et à sortir notre cher pays de Burkina Faso de la pauvreté grâce à la mise en œuvre ici du PNDS. J'ai la conviction qu'une contribution efficace du secteur privé au PNDS conduira à la réduction substantielle de la pauvreté et à l'apaisement du climat social. Cette invite du Premier ministre a eu un écho favorable car les acteurs du monde économique se sont engagés à investir pour accompagner le PNDS.
Aussi, ils se réjouissent de l'engagement pris par le gouvernement lors de cette rencontre. La question donc de prise en compte donc des petites et moyennes entreprises pour la commande publique, le gouvernement a noté avec satisfaction qu'il va prendre des mesures donc dans ce sens. Également donc les entreprises qui ont fait l'objet lors de l'insurrection et le coup d'État manqué, le gouvernement a pris aussi des mesures pour essayer d'accompagner donc ces entreprises-là. Un certain nombre de mesures sur le plan fiscal qui a été aussi l'assouplissement donc des procédures administratives. En sus de cérémonie, le chef de gouvernement a visité les stands. Paul Kabatiba a pu apprécier le savoir-faire des exposants du jour. Et à cette rencontre de Bobo Dioulasso, les acteurs du secteur privé ont soumis des préoccupations au gouvernement. Des préoccupations dont la résolution permettra à ces acteurs de s'impliquer efficacement à la mise en œuvre du plan national de développement économique et social. Et sur place, les ministres concernés par les questions soulevées ont apporté des éléments de réponse. Des précisions avec Martin Zerbo et Moumouni Eba. Très attendu à Bobo Dioulasso dans le cadre de la 15e rencontre au gouvernement secteur privé, le Premier ministre Paul Kabatiba a suivi avec attention les préoccupations évoquées par des acteurs du secteur privé. Par exemple, les représentants du privé dans le domaine de la santé n'ont pas hésité de mentionner l'obstacle auquel ce secteur fait face, comme la question de la gratuité des soins et la prise en charge de la césarienne. À ces préoccupations, quelques solutions sont apportées. J'ai proposé deux réponses. Deux solutions, c'est que la maison des entreprises aide les jeunes médecins à développer des plans d'affaires qui permettent aux banques de les accompagner à ouvrir leurs cliniques. La deuxième solution, c'est le gouvernement, à travers le ministère de l'économie, des finances et du développement, peut aussi les accompagner à alléger le régime fiscal qui serait plus incitatif aux jeunes médecins qui voudraient s'installer dans les régions rurales par exemple, puisque j'ai reconnu que le secteur privé est dense à Ouagadougou et Bobo Dioulasso et désertique dans les autres régions de Burkina. La question de la sauvegarde de l'entretien des infrastructures routières est également évoquée par les organisations des transporteurs au regard de l'état de dégradation très avancé du réseau routier. Nous avons mobilisé un peu plus de 80 milliards de francs CFA et mobilisé aussi plus de 110 entreprises du secteur privé, des petites et moyennes entreprises, en vue de remédier à cette situation du réseau, notamment par l'exécution de travaux d'urgence d'entretien courant, des travaux d'entretien périodiques, des travaux d'entretien des pistes rurales, mais aussi, comme vous le savez, des travaux d'aménagement. Alors, comme vous l'avez suivi, j'ai aussi annoncé que dans les semaines qui viennent, nous allons retenir des entreprises en vue d'exécuter des travaux de nouvelles constructions de routes par le mode partenariat public-privé. En tous les cas, une série de mesures sont prises pour répondre aux attentes du secteur privé dans tous les domaines. Dans certains cas, les réflexions vont s'ouvrir afin d'apporter une réponse adéquate selon le gouvernement. Et les acteurs du secteur privé, mais également ceux du public, vont se retrouver dans la capitale burkinabé à partir de demain pour réfléchir sur l'optimisation des échanges commerciaux. Il s'agit de la 6e conférence de l'Alliance bordelaise. Nous parlons avec l'invité de ce 20h, M. Justin Bailly, directeur exécutif de l'agence bordelaise. Bonsoir, M. Bailly. Bonsoir, madame. Alors, à quoi répond la tenue de la rencontre, la conférence donc, qui s'ouvre demain à Ouagadougou? Bien, merci. Je voudrais tout d'abord en introduction dire que l'Alliance bordelaise est une association de droit privé qui regroupe des entreprises, aussi bien privées que publiques, mais également des structures d'appui au secteur privé. Et notre mission essentielle est de contribuer justement à créer des plateformes de dialogue public-privé. Et la conférence annuelle est la principale plateforme de dialogue public-privé que nous organisons, et qui a réuni un certain nombre d'acteurs, comme je disais tantôt, pour discuter des problématiques. Et cette année, la problématique, c'est optimiser les opportunités commerciales, le rôle de la facilitation des échanges. Et concrètement, c'est ça. Donc, concrètement, disons que le choix de ce thème n'a pas été fait au hasard. Et nous l'avions même fait depuis l'année dernière, à savoir que
l'accord de l'Organisation mondiale du commerce sur l'échange allait être mis en œuvre. Depuis le mois de février, l'accord de facilitation des échanges est effectivement en application dans l'ensemble des pays, d'autant plus que les 2 tiers des États membres de l'OMC l'ont ratifié. Et pour nous, cette rencontre, c'est l'occasion de réunir l'ensemble des acteurs économiques pour voir un peu quelles sont les opportunités qu'offre l'accord de facilitation des échanges, mais également les défis. Parce que, quoi qu'on dise, l'accord porte un certain nombre de réformes qui doivent être menées par les administrations, notamment les douanes, les ports, en vue, je veux dire, de simplifier, harmoniser et surtout d'afficher une certaine transparence dans la conduite des affaires. Je pense que ces 3 jours de discussion vont nous permettre effectivement de voir un peu ces enjeux et également de voir un peu quels sont des défis qui sont à relever, défis en matière de productivité, en matière de production, tout simplement pour pouvoir bénéficier justement des avantages que nous offre la FEE. Et justement, parlant de ces défis, à ce jour, quels sont véritablement les obstacles qui entravent les échanges commerciaux? Ces entraves, ils sont de plusieurs ordres. Nous avons d'abord, malheureusement, comme on vient de le relever tout à l'heure à la rencontre gouvernement secteur P, le déficit d'infrastructures. Les infrastructures routières, les infrastructures portières, les infrastructures même aéroportuaires, et qui font que le coût des transports, dans une certaine mesure, ce déficit qui a un impact certain sur le coût des transports. Au-delà de l'ensemble d'infrastructures, nous avons également le comportement des hommes, c'est ce que nous appelons les barrières non tarifaires. Éventuellement toutes les tracasseries que nous observons, je veux dire au niveau de nos différents corridors, au niveau de nos frontières. Et je suis heureux de constater que depuis un certain temps d'ailleurs, cette préoccupation est évoquée à un plus haut niveau. La preuve que lors du dernier séjour du chef de l'État ghanéen, justement, cette question est revenue. Ça veut dire travailler effectivement à l'élimination de ces barrières non tarifaires, mais également de ces barrières tarifaires qui existent nonobstant, je veux dire, tous les protocoles de la CEDEAO et de l'UEMOA. Ils sont au nombre d'une 50aine que nous avons recensés et qui sont destinés justement à faciliter le commerce et le transport en Afrique de l'Ouest. Voilà un certain nombre de défis et nous pensons que ces 3 jours de discussion vont nous permettre effectivement de camper le débat et de voir un peu qu'est-ce que chacun doit faire pour que ces défis soient levés et accroître l'intégration économique régionale. Et concrètement et très rapidement, qu'est-ce que vous attendez notamment des dirigeants? Et certainement, il y aura des conclusions qui seront donc formulées à la suite donc, de cette conférence. Nous attendons des dirigeants d'abord un engagement politique fort. Aujourd'hui, si nous prenons les protocoles, comme je le disais tantôt, de la CEDEAO, de l'UEMOA, une 50aine qui régissent le commerce et les transports, malheureusement, il existe encore dans certains de nos États des pays, soit qui ne l'appliquent pas, ou qui les appliquent avec restriction. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Ça, c'est un premier élément. Ça veut dire qu'au moins, l'ensemble des États, les 14 États de l'Afrique de l'Est, puissent se décider justement à mettre en œuvre ces protocoles pour créer les conditions justement de la libre circulation des personnes et des marchandises au niveau régional. Nous attendons également de nos structures étatiques, notamment ce que nous appelons les PDG, police, douane et gendarmerie, que c'est vrai, la question de la sécurité aujourd'hui est une question essentielle, mais malgré cette question de sécurité, quand même, que l'on puisse assurer justement la libre circulation des personnes et des marchandises au niveau régional. On l'a dit, aujourd'hui nous sommes rentrés dans une logique, je veux dire, de terrorisme. On ne sait pas quand ça va prendre fin. Mais ça ne veut pas dire que nous devons cesser de faire affaire. Ça veut dire que nous devons intégrer justement les questions de sécurité, je veux dire, dans notre démarche, même au niveau des affaires, mais que contribuer effectivement. Mais nous attendons également des acteurs du secteur privé beaucoup plus de professionnalisme. Parce qu'on ne peut pas reprocher toujours au public un certain nombre de choses, mais il faut que le privé également se comporte de plus en plus en professionnel, un transporteur professionnel, un opérateur économique commerçant professionnel, de sorte qu'on crée cette confiance qu'il faut entre le public et le privé et pour éviter justement de créer les terreaux aux tracasseries routières. Merci beaucoup, Monsieur Justin Bailly. Je rappelle que vous êtes le directeur exécutif de l'Alliance Borderless et vous étiez ici pour parler donc de la conférence qui s'ouvre demain dans la capitale burkinabé sur l'optimisation des échanges commerciaux.
Dans la suite de ce journal, nous repartons à Bobo-Dioulasso où le Premier ministre a procédé au lancement de 3 nouveaux diplômes de spécialisation en médecine. Les cours de spécialisation seront dispensés sur place à l'Université Nazibouni de Bobo-Dioulasso. Paul Kabatieba a salué cette avancée qui contribuera au rayonnement du système de santé au Burkina Faso. Hassan Gourabou et Karim Sissi. L'Université Nazibouni de Bobo-Dioulasso vient d'élargir son offre de formation avec 3 nouveaux diplômes. Il s'agit entre autres du diplôme d'antibiologie et d'antibiothérapie, du diplôme interuniversitaire d'hygiène hospitalière et de sécurité des patients et du diplôme en médecine d'urgence médico-chirurgicale. C'est des spécialistes qui vont sortir et qui seront prisés par la sous-région parce que cette spécialité n'existait pas par le passé. On ne formait pas des médecins spécialistes en urgence médicale et en urgence chirurgicale. Soit c'est en urgence médicale ou bien la chirurgie d'urgence. Donc c'est des gens qui vont sortir, qui seront très prisés parce qu'ils font même la médecine de catastrophe, la gestion donc des conflits, la gestion donc des catastrophes naturelles et artificielles. Et également par rapport aux 2 autres diplômes, c'est la gestion donc des infections. Le Premier ministre qui a procédé au lancement de ces 3 nouvelles spécialités remercie le monde universitaire pour cette vision. Une vision qui, selon Paul Kabatieba, entre dans l'axe 2 du PNDS, Plan national de développement économique et social. Je suis sûr que en lançant donc ces 3 nouvelles spécialités, ces 3 nouvelles filières à l'Institut supérieur des sciences de la santé à l'Université Nazibouni, et je pense que nous venons également de poser un jalon supérieur, un jalon supplémentaire dans la refondation de notre système d'éducation, dans la refondation de l'école burkinabé et dans la refondation de l'université de manière générale. C'est dire donc que les médecins qui souhaitent embrasser l'une de ces 3 spécialités pourront dorénavant le faire sur place ici, à l'Université Nazibouni de Bobo-Dioulasso. Et la planification familiale est une question prioritaire au ministère de la Santé. Ce ministère a lancé hier la campagne 2017 de la campagne de planification familiale. Au cours de cette campagne, l'accent sera mis sur la promotion des méthodes contraceptives et sur les avantages de la planification familiale. Toutes les formations sanitaires publiques du Burkina Faso sont concernées. Kwale Nebié et celle Judith Assorba. Une semaine pour promouvoir la planification familiale dans toutes les formations sanitaires publiques du Burkina Faso. L'épouse du Premier ministre lance l'activité depuis le haut de ce parloir à Saponé, dans le Bazéga. Une semaine consacrée à des journées de plaidoyer, à des séances de sensibilisation sur les avantages de la planification familiale et à la gratuité des produits contraceptifs. L'objectif est d'améliorer l'accès des populations les plus vulnérables aux services de planification familiale. La croissance démographique au Burkina ne va pas du tout de pair avec la croissance économique. Et si cette croissance démographique n'est pas bien maîtrisée, ça ne va que contribuer davantage à la pauvreté au Burkina Faso. Alors, je souhaiterais encourager les autorités et les partenaires techniques à continuer les efforts pour donner accès aux méthodes adaptées des contraceptifs aux femmes. Pour les partenaires techniques et financiers, investir dans cette stratégie, c'est investir pour un lendemain meilleur. La planification familiale n'est pas la maîtrise des naissances, pas en famille, mais l'accompagnement des familles à assumer leur responsabilité première de faire en sorte que chaque enfant qui naît grandisse dans une harmonie et devienne un bon citoyen. Cette activité se déroule dans un contexte d'élaboration du nouveau plan national d'accélération de la planification familiale pour la période 2017-2020. Un plan dont l'objectif est de passer de 22,5% de prévalence contraceptive en 2015 à 32% d'ici à 2020. Occasion pour la Marelle d'inviter la population à adhérer à cette stratégie porteuse d'espoir pour le développement économique et social du Burkina Faso.
Autre point de l'actualité, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, des forces de défense et de sécurité ont entamé ce mardi une formation à Ouagadougou. Au nombre de 132, les bénéficiaires de cette formation sont issus des brigades mixtes d'intervention antiterroriste et anti-banditisme. Et c'est le ministre de la Sécurité qui a donné le top départ de cette formation, assurée par des instructeurs de la police fédérale belge. Issa Kafando, Nathalie Sawadgo, Nabaloum. Des techniciens belges forment ici des policiers et des gendarmes burkinabés sur la lutte contre le banditisme et le terrorisme dans la ville de Ouagadougou et ses environnants. L'initiative est du gouvernement burkinabé, appuyée par la coopération belge. L'objectif est de mettre en place des unités spéciales mixtes d'intervention de brigades anti-banditisme et terrorisme. Les membres des unités qui reçoivent la formation sont des unités qui doivent travailler en bonne intelligence avec les unités spécialisées au niveau de la police et au niveau de la gendarmerie, les unités antiterroristes. C'est des détachements avancés de ces unités spécialisées qui auront, en temps de paix, à occuper les endroits stratégiques de Ouagadougou, mais aussi au cours des attaques, si ça survenait, baliser les lieux en attendant l'arrivée des unités spécialisées antiterroristes. Mais si la situation l'exigeait, les unités-là qui seront outillées pourront effectivement être sur d'autres terrains d'opération. Au total, 132 agents issus de la police et de la gendarmerie prennent part à cette série de formations. Formation théorique et pratique, mais assurée par la police fédérale belge et l'unité de gestion du programme d'appui au renforcement de la sécurité intérieure. Il est question aussi pour la coopération belge d'aider le gouvernement burkinabé dans la formulation de sa stratégie sécuritaire. Et les agents de sécurité auront également leur rôle à jouer pour la bonne tenue des élections municipales partielles qui auront lieu le 28 mai prochain. La campagne électorale pour ces élections débute le 13 mai prochain et les partis politiques sont désormais en possession des spécimens de vote. La commission électorale, la nationale indépendante, leur a remis ces spécimens ce matin à Ouagadougou. Ibrahima Sombier, Omar Zandri. Plus un regroupement des indépendants. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, Newton Ahmed Bahari, remet ici symboliquement les spécimens des bulletins de vote aux partis politiques en lice pour les élections partielles et complémentaires du 28 mai prochain. Pour ces élections, 21 partis politiques et un regroupement d'indépendants se disputeront les sièges de 19 communes. Pour le président de la CENI, le pari de tenir ces élections est en passe d'être gagné. On est en train de franchir les étapes. Celle-là est une étape importante. Ça veut dire qu'elle préfigure maintenant. On sait qui est en compétition, où et combien de partis sont en compétition sur l'ensemble des 19 communes. Avec cette remise symbolique, une étape non moins importante vient d'être franchie. Si pour l'heure, certains partis politiques sont déjà satisfaits, d'autres par contre ont un sentiment mitigé. C'est une grande satisfaction et encore félicitations à la CENI qui a respecté jusque-là son calendrier. Nous avons reçu 100 spécimens quand on sait que le minimum d'inscrits même dans la plus petite circonscription électorale fait 3000. Ce n'est pas suffisant, mais bon, on fait avec. Pour moi, ceux-là qui étaient là avant, qui n'ont pas pu s'entendre là, on devait peut-être arrêter pour les écarter. Écarter un peu pour qu'on puisse faire en tout cas fair play. Au regard des violences qui ont émaillé les élections précédentes, un message d'apaisement est adressé aux partis politiques en compétition et aux électeurs. La campagne politique, ce n'est pas la guerre. L'élection, ce n'est pas la guerre. C'est un grand moment de fraternité. Comme on voit un peu partout ailleurs, la désignation des représentants est un grand moment citoyen qui doit plutôt unir que désunir. Pour ces élections partielles et complémentaires, 889 bureaux de vote seront constitués et plus de 281 000 électeurs seront appelés aux urnes. Pour les partis politiques qui n'ont pu être présents à cette cérémonie de remise de spécimens, il leur est demandé de passer les récupérer au siège de la CENI. L'ouverture de la campagne électorale, quant à elle, est prévue pour ce 13 mai.
Dans l'actualité également, il y a eu ce mardi une concertation entre le Conseil supérieur de la communication, la société burkinabé de télédiffusion et les éditeurs de services. Au menu de cette concertation, la télévision numérique de terre TNT, les inquiétudes et les innovations relatives à l'avènement de cette nouvelle technologie de diffusion ont été soulevées au cours des échanges. Salifou Belem et Yolande Lompo. Éditeurs de services, société burkinabé de télédiffusion et Conseil supérieur de la communication autour d'une même table pour échanger sur un certain nombre de questions liées au basculement vers la TNT. Sur les 35 sites prévus pour abriter les installations de la TNT, des tests de diffusion sont en cours et les réajustements se feront au fur et à mesure. 9 localités seront concernées par la présente phase. La capacité optimum des multiplexes étant de 15 chaînes, ce premier multiplex de la SBT comportera 10 chaînes à vocation nationale et 5 à vocation régionale ou locale. Les éditeurs de services remplissant les conditions seront intégrés d'office dans le premier multiplex de la SBT. Quant à la diffusion officielle, elle sera effective à partir du 30 septembre 2017. Dans les sillage de cette date-là, la majorité en tout cas des sites de diffusion seront opérationnels. Nous prenons toutes les chaînes qui sont opérationnelles et nous allons les diffuser durant toute la période de test jusqu'à ce que vienne maintenant la phase de la redevance. La question des redevances n'est pas fixée par la SBT. C'est des choses qui vont se discuter à un autre niveau, peut-être aussi avec vous, pour donc parvenir à un consensus. Et je dirais que la complexité des 9 premières localités qui vont se boucler d'ici à la mi-juin était la plus importante maintenant. Les autres sites qui vont suivre sont de complexité mineure. Le CSC, pour sa part, travaillera à faciliter la réception des images au sein des foyers. Et très bientôt, un schéma national d'extinction de l'analogie sera arrêté. À l'international, le drame de l'immigration est encore une réalité en Méditerranée. Au moins 11 migrants sont morts et près de 200 autres portés disparus après 2 naufrages au large de la Libye. L'information a été rapportée ce lundi par la marine libyenne et l'Organisation internationale pour les migrations. Au moins 11 migrants sont morts et plus de 230 autres portés disparus après 2 naufrages au large de la Libye. Les corps de 10 femmes et d'un enfant ont été découverts lundi sur une plage de Zawiya à 50 km à l'ouest de Tripoli. On ignore si ces personnes étaient à bord d'une embarcation qui a récemment chaviré au large de Zawiya. 7 migrants, une femme et 6 hommes à bord de cette embarcation ont été secourus dimanche. Le bateau transportait 170 migrants. Un canot pneumatique parti vendredi matin de Libye a aussi chaviré avec 132 personnes à bord. Au bout de quelques heures, le canot a commencé à se dégonfler jusqu'à se renverser. Une cinquantaine de survivants ont été secourus par un porte-conteneur danois dérouté par les gardes-côtes italiens qui les a débarqués dimanche à Pozzallo, dans le sud de la Sicile. Plus de 6500 migrants ont été secourus ce week-end dans les eaux internationales et conduits en Italie. Plusieurs centaines d'autres ont été secourus dans les eaux libyennes et reconduits en Libye. Le procès du dernier gouvernement Tiao, les démissions au sein du CEFOP, les grèves au Trésor et au ministère des Infrastructures. Voici autant de sujets abordés dans les parutions de ce 9 mai. La revue de presse est signée Abdoul Rasmane Zongo. Le dilemme judiciaire se complique entre la Haute Cour de justice et les avocats de la défense. Je cite, « Nous ne nous reconnaissons pas dans cette justice qui méprise la Constitution, les traités internationaux, les droits de la défense. » Brandit la défense au motif que la loi qui refuse aux prévenus d'interjeter appel à la fin du procès est anticonstitutionnelle. Ainsi, les avocats de la défense du gouvernement Luc Adolphe Tiao quittent la salle d'audience, note le journal Le Quotidien. Oui, il claque la porte, confirme le pays est citoyen, et le dossier, lui, est renvoyé de nouveau au 15 mai. L'observateur chuchote, c'est aussi un procès dans un procès. Morceau au titrage choisi par notre confrère, quand Berbrigda du nom du président de la Haute Cour de justice s'en mêle les pinceaux. Autre sujet, le mano à mano, on va dire politique, se poursuit également sur le terrain. Sur la démission de parti au sein du CEFOP, Zef martèle. Tout cela fait partie de la tactique stratégique du MPP afin de phagocyter l'opposition, lance-t-il dans les éditions Le Pays.
Zef, interrogé par notre confrère d'aujourd'hui au Faso, renchérit. Les dirigeants du MPP tentent d'instrumentaliser la CODER contre le CEFOP. Autre casse-tête également, signalé par les éditions Le Pays, des agents du ministère des Infrastructures sont en sitting sans limite depuis le 8 mai, réclamant ainsi la satisfaction des 12 points de leur plateforme revendicative, dont la dénonciation des marchés de gré à gré, ajoute Sidoya. Au moins les agents du Trésor constatent le quotidien. Eux ont fixé une limite à leur grève. Ainsi, du 8 au 19 mai, guichets et bureaux sont fermés. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur la RTB.